Soleil, vitre, pile, saurez-vous deviner le lien entre ces trois éléments qui pourraient bien transformer notre environnement et nos modes de vie ? Dans un monde en quête d'alternatives aux énergies fossiles, l'innovation peut venir de partout. Et si demain, les objets de notre quotidien étaient capables de produire de l'électricité ? Sur le fil de l'innovation, un podcast du CNRS. Aujourd'hui, direction Amiens pour retrouver Frédéric Sauvage, directeur de recherche au CNRS, passionné par l'énergie lumineuse et les matériaux qui la transforment en électricité. Bonjour Frédéric. Bonjour César. Alors aujourd'hui, on se retrouve au Hub de l'énergie, on est à Amiens, à l'université d'Amiens. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu dans lequel on se trouve ? Alors, bienvenue au sein du Hub de l'énergie. Donc, c'est un laboratoire assez particulier, issu du CNRS et de l'Université de Picardie-Jules Verne, où on vous accueille dans le lieu où on développe les matériaux de demain pour l'énergie. Ok, donc toi, ton sujet, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire, quand on y pense, moi, j'ai toujours l'impression que c'est à la fois l'une des énergies les plus primitives qui existent sur Terre, et pourtant, son utilisation à grande échelle, elle m'apparaît assez récente. Est-ce que je me trompe complètement ? Alors, primitif, bien entendu, si on a de la vie sur Terre, c'est parce qu'il y a de l'énergie solaire. Alors, c'est vrai qu'ensuite, la manière de pouvoir dompter l'énergie solaire pour en faire quelque chose, c'est quelque chose de relativement récent à l'échelle de l'homme. C'est-à-dire que la conversion de l'énergie solaire, c'est quelque chose qui a été découvert par Becquerel en 1839, donc on n'est pas non plus hier. On a fait énormément de progrès, mais c'est quand même un enjeu sociétal, puisque d'être capable de pouvoir convertir l'énergie solaire, c'est la manière dont on sera capable de pouvoir produire l'énergie de demain. Je te propose qu'on aille visiter ton laboratoire. Tu nous y emmènes ? C'est parti. Frédéric, maintenant on est dans ton laboratoire, on va parler de ton sujet de recherche. Toi, tu t'intéresses à des matériaux qui ont des propriétés physiques spectaculaires, les pérovskites halogénés. C'est des matériaux très très efficaces pour le photovoltaïque, mais qu'on retrouve aussi, tu m'avais dit, pour les scanners et les IRM. Pourquoi c'est un sujet qui intéresse autant la recherche aujourd'hui ? Alors, il faut bien imaginer que si je prends le contexte du photovoltaïque, c'est dominé depuis les années 55-60 par le silicium. Aujourd'hui, on parle du silicium en toiture. Les pérovskites, c'est une gamme de matériaux, une nouvelle technologie qui apparaît et qui a une capacité à absorber la lumière qui est extraordinaire. Ce sont des matériaux noirs, donc ça veut dire qu'ils absorbent toute la lumière du visible, première des choses. Et deuxième des choses, c'est qu'un grain d'énergie lumineux est capable de générer un électron. Donc on peut imaginer la quantité de grains d'énergie qu'on reçoit du soleil et la capacité qu'a ces matériaux-là à pouvoir les convertir pour produire de l'électricité. L'intérêt de la technologie, c'est pas forcément les pérovskites à elles seules, mais c'est de pouvoir combiner l'existant avec les pérovskites. Si je prends un exemple du silicium, les rendements de conversion du silicium, c'est 24%, 25%, ça veut dire qu'un quart de la puissance lumineuse est convertie en électricité. Si on est capable aujourd'hui de déposer une couche de pérovskite sur le silicium, donc on vient en synergie, eh bien ce rendement-là passe de 24-25% à 34%, et c'est là qu'est l'enjeu des pérovskites. Ce qui est nouveau, c'est que tu as mis au point, toi, des molécules qui sont capables de capter et de convertir en électricité une partie de la lumière qui est invisible à l'œil humain. Donc ça ouvre ça de nouvelles perspectives pour l'exploitation de l'énergie solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que demain, de toute façon, on doit pouvoir maîtriser la conversion de l'énergie solaire. Et pour pouvoir être complètement décarboné dans notre modèle énergétique, il faut pouvoir envisager en effet des solutions nouvelles. Si je parle du photovoltaïque, solution nouvelle, c'est bien entendu le silicium, les innovations qu'on peut retrouver sur les toitures et les fermes de production, mais c'est aussi de pouvoir ouvrir le champ à d'autres innovations et à d'autres modèles d'intégration. Donc basé sur le fait que la moitié du spectre solaire est de la lumière qu'on ne voit pas, en fait, nous, notre innovation, c'est quoi ? C'est d'avoir développé, inventé des molécules qui sont capables de sélectivement absorber la portion invisible du spectre du soleil et de laisser passer la lumière visible au travers de la cellule. Donc en d'autres termes, une fois qu'on intègre nos molécules et l'environnement des molécules, eh bien on est capable d'avoir une cellule photovoltaïque qui a exactement les mêmes propriétés que le verre. On laisse passer la lumière du visible, mais qui est capable d'absorber l'énergie du proche infrarouge et de le convertir en électricité. C'est ça notre innovation. Et ça, on y reviendra dans quelques instants, puisque tu as créé une entreprise aussi qui est centrée sur le vitrage photovoltaïque. C'est un peu la poursuite de tout ça finalement.
Ce qui est extrêmement important dans mes travaux de recherche, c'est d'essayer de promouvoir une recherche qui soit de rupture. Et on a été énormément fortuits de pouvoir réussir à faire cette innovation-là. Maintenant, la grande des questions, c'est comment on peut apporter cette innovation au bien de la société. Et ça, c'est tout l'enjeu de la société Cristal Energy que j'ai cofondée il y a quelques mois et qui vise à développer la technologie sur des grandes surfaces pour que demain, en effet, on soit capable d'acheter un vitrage, mais qui soit producteur d'électricité verte. Eh bien écoute, pour parler de ton activité entrepreneuriale, on te suit ? Avec grand plaisir. Alors Frédéric, où est-ce qu'on est maintenant ? Alors là, on est dans une pièce qui nous permet de prototyper nos innovations, nos cellules photovoltaïques, qu'elles soient transparentes incolores ou alors qu'elles soient colorées pour convertir l'énergie à l'intérieur des bâtiments. Donc là, on voit plein de circuits électroniques, j'ai l'impression, c'est ça ? Ah non, pas du tout, c'est nos cellules. Ah, mais... Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces cellules ? Donc, par exemple, ici, vous avez des cellules qui sont produites par l'entreprise G-Light, qui est une spin-off du CNRS qu'on a cofondé en 2019. Et ces cellules-là sont des petites cellules, comme vous le voyez, on est très loin des panneaux en toiture, ce sont des petites cellules, mais qui ont la capacité de pouvoir capter de manière extrêmement efficace la lumière à l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire la lumière qu'on reçoit des LED ou des lampes fluorescentes. Ça, c'est génial. Ça veut dire que l'avenir demain de nos vitres, c'est de capter à la fois la lumière du soleil pour créer l'énergie et la lumière de l'intérieur, nos lampes qui sont allumées chez nous. On peut l'imaginer en effet comme ça, mais c'est aussi que la lumière qui est à l'intérieur des bâtiments est une énergie qui est perdue aujourd'hui. Et si vous prenez ces petites cellules-là, elles sont capables de convertir 30% de l'énergie lumineuse en électricité. Donc, on utilise toujours les lampes pour pouvoir voir à l'intérieur des bâtiments, mais en plus, on apporte la capacité à pouvoir convertir pour produire l'électricité. Et on produit une électricité qui est ensuite utile pour les petits objets du quotidien, les objets connectés, les capteurs et plein d'autres choses de l'électronique grand public. Alors Frédéric, toi, en plus de tes activités de recherche, tu fais partie du réseau des ambassadeurs de l'innovation du CNRS. En quoi ça consiste d'être ambassadeur de l'innovation ? Alors le rôle d'ambassadeur, c'est un rôle pilier en fait de conseil pour le porteur d'un projet, de telle façon à ce qu'il puisse valoriser ses travaux du CNRS et que quand il y a une potentialité sur l'innovation qui est portée, que ça puisse être transféré vers le marché. Très bien. Alors toi, justement, tu as valorisé tes travaux de recherche puisque tu as cofondé une société, G-Light, qui est née il y a 5 ans, si je ne me trompe pas. L'idée derrière ce projet, c'est de remplacer les piles qu'on utilise pour alimenter des petits objets du quotidien par un autre système photovoltaïque qui, à la fois, pollue nettement moins, est capable de durer bien plus longtemps. Tu parles de jusqu'à 15 ans et qui coûte beaucoup moins cher. J'ai bien résumé ? C'est tout à fait ça. En fait, G-Light, on a la vocation de pouvoir industrialiser une petite cellule photovoltaïque qui permet de récupérer l'énergie lumineuse à l'intérieur des bâtiments et donc soit de se substituer à une pile, c'est-à-dire quand il y a une activité dans une salle, c'est qu'il y a de la lumière généralement. Et donc, on n'a pas besoin de ces éléments de stockage. Simplement, nous, vient en remplacement des piles. Mais pas que. Dans certains cas d'utilisation, on a toujours le besoin de combiner cet élément de conversion de l'énergie et de son stockage. Ouais. Par contre, la conséquence, c'est qu'on peut réduire de manière notable la quantité de matériaux qu'on inclut dans les batteries. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de la manière dont les technologies de G-Light aujourd'hui sont utilisées ? Alors, on peut imaginer les périphériques informatiques, les claviers, les souris, dont on a toujours le besoin d'aller recharger ou alors de changer les piles à l'intérieur. Eh bien, nos systèmes peuvent en effet rendre le clavier complètement autonome, la souris complètement autonome. On a plein de cas d'usage de ce type-là, des capteurs de température, d'humidité, de CO2, les montres connectées. À partir du moment où on doit monitorer et donc alimenter quelque chose, notre système peut venir en complément ou alors alimenter complètement l'objet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 72 millions de piles sont jetées par jour et plus de la moitié ne sont pas recyclées. Et nous, on vient avec une solution qui est capable en effet de durer 15 ans, qui a assez peu d'impact environnemental puisqu'on n'utilise pas de matériaux critiques, pas d'éléments toxiques, pas de procédés toxiques dans la fabrication de nos cellules et pour un coût qui est relativement dérisoire. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de la recherche fondamentale à la création de ton entreprise ? On parlait de valorisation il y a quelques instants. J'ai essayé de mener une recherche qui est une recherche pas suiveuse, mais de tenter de développer des sujets qui soient disruptifs. G-Light est un exemple. On a essayé de comprendre les mécanismes de dégradation dans ce type de cellules-là. On a amené des nouvelles molécules qui bloquent toute réactivité. On a développé une cellule qui est hyper performante et durable. Et donc, je ne pouvais pas m'arrêter là, ce n'était pas possible. L'idée pour toi en créant ton entreprise, c'était donc de rendre très concret les sujets sur lesquels tu travaillais de manière plus fondamentale ? Tout à fait. En fait, on peut développer du savoir-faire, des nouvelles connaissances qui font avancer le domaine de la science.
Mais si on n'est pas capable de pouvoir transférer ces innovations, c'est un petit peu un puits perdu pour le bien de la société. Et donc ma vision, elle est plutôt aussi, en effet, d'essayer de capitaliser ces travaux de recherche qui ont été financés par l'argent public et de pouvoir, en effet, être capable de créer un produit à partir de ces travaux-là et qui puisse nous apporter quelque chose au quotidien. On imagine que d'ici quelques années ou quelques décennies, les piles qu'on connaît pourraient être remplacées par des systèmes photovoltaïques, en tout cas en partie. Ah non, pas des décennies. Demain. En fait, la technologie aujourd'hui, elle est prête et mature au sein du laboratoire. Chez G-Lite, on est en train de finaliser une levée de fonds, on est en train de construire notre usine. Et donc, non, demain, vous allez retrouver en fait ces cellules-là dans votre quotidien, dans vos périphériques d'ordinateurs, sur vos montres connectées, autour, par exemple, des téléphones portables, autour des capteurs. Et donc, c'est pas l'avenir dans 10 ans, c'est l'avenir de demain. Bon, c'est hyper clair, hyper concret. Tu as aussi fondé une autre entreprise qui est Crystal Energy, tu en parlais tout à l'heure, avec laquelle tu développes du vitrage électrogène. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, Crystal Energy, c'est vraiment un des sujets les plus disruptifs. C'est que si on veut adopter les énergies renouvelables par la majorité de la population, il faut qu'il n'y ait pas de pollution visuelle. En d'autres termes, la meilleure solution, c'est qu'on ne la voit pas. Et donc, chez Crystal Energy, on essaye en effet d'extraire du laboratoire une innovation qu'on a développée, le verre électrogène, le photovoltaïque transparent et incolore. Et demain, en fait, notre mission, c'est de pouvoir être capable de donner à tout type de verre plat une fonctionnalité de production d'électricité. Ça, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. On a encore des briques technologiques à faire avancer. On a du process industriel à mettre en œuvre. Mais en effet, si vous regardez tout le verre qu'il y a dans notre environnement, si demain ça produit de l'électricité, ça a un impact sociétal qui est visible. Et ça, c'est des technologies qu'on pourrait voir arriver sur le marché d'ici combien de temps ? Le temps de pouvoir développer, industrialiser, je pense qu'on peut être capable de le voir dans notre environnement d'ici 2030. C'est déjà très rapide. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Quand je t'ai appelé pour préparer cet épisode, tu m'as confié quelque chose qui était assez touchant. Tu m'as dit, quand je serai à la retraite, moi, je veux pouvoir montrer les résultats de mes travaux de recherche à mes enfants et avoir le sentiment d'avoir été utile à la société. Tout à fait. Ça, c'est le leitmotiv de mon quotidien. Je ne peux pas me targuer de faire des centaines de publications scientifiques s'il n'y a pas d'apport pour la société. Et donc, en effet, la réussite de mon bilan professionnel au CNRS tiendra par le fait d'être capable de transférer d'une part, mais surtout d'avoir apporté de la recherche dans les laboratoires au bien de la société. Et ça, c'est clairement mon objectif final. Super. Merci beaucoup, Frédéric, et à très bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sur le fil de l'innovation. Le réseau des ambassadeurs de l'innovation du CNRS accompagne les chercheurs et ingénieurs dans le transfert de leurs résultats de recherche vers le monde socio-économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cnrs.fr. À bientôt pour découvrir un autre parcours inspirant d'innovateurs.